Good morning, good afternoon. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Et au nom de l'UNICEF, je vous souhaite la bienvenue au lancement de la base de données mondiale sur les enfants en détention. Nous allons attendre un tout petit peu encore pour que des autres participants puissent être là avec nous, pour que nous puissions partager avec vous les chiffres concernant les 12 dernières années et sur la base de données mondiale sur les enfants en détention. Avant de continuer, je vous dire que l'interprétation est disponible en français et en espagnol. Donc, vous avez au bas de votre écran, vous pouvez choisir la langue que vous voulez écouter, donc l'espagnol ou le français. Donc, nous attendons un tout petit peu les participants et en attendant, je voulais me présenter et les autres participantes. Donc, je m'appelle Claudia Capa. Je travaille à la section d'analyse à l'UNICEF à New York et je travaille dans ce sujet depuis 8 ans dans le cadre de la protection d'enfants et qui comprend aussi les enfants en détention. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Et donc, nous avons encore deux autres collègues, Kirsten et Nicole. Et Christian travaille dans le cadre spécifique pour les enfants en détention. Christine fait partie de la section de protection des enfants et aussi nous avons Nicole Petrovski qui travaille aussi en tant que spécialiste des statistiques et analyses et elle fait aussi partie de la section des données et analyses de l'UNICEF à New York. Maintenant, la prochaine diapositive. Donc, maintenant, aujourd'hui, nous allons partager avec vous les estimations du nombre des enfants en détention. Mais je veux commencer aussi par définir donc comment est-ce que nous avons réuni toutes ces données concernant la population. Nous parlons là des enfants privés de liberté qui se trouvent dans l'administration de la justice. Et à partir de la définition que nous utilisions avec l'objectif d'examiner les données par pays. Donc, nous essayons de trouver une structure de base pour analyser toutes les données. Donc là, nous avons les enfants qui sont en détention préventive dans toutes les endroits. Donc là, nous ne sont pas comprises les enfants détenus dans le cadre des processus administratifs, comme par exemple les centres de migration, détention préventive en tant que victime, survivant, témoin et condamnés à des mesures de justice alternatives, y compris des situations de semi-liberté. Donc, nous examinons aussi la qualité des données. Et vous allez voir, malheureusement, qu'il y a des questions concernant la qualité des données que nous avons sur les enfants en détention. Donc, nous avons aussi la question de la définition et aussi le fait que nous n'avons pas assez des données sur le manque de liberté souffert par ces enfants. Donc, nous avons la structure qui est très complexe, la question du cadre juridique et les données sont donc assez limitées et cela fait que nous n'ayons pas
toutes les conditions de pouvoir fournir une analyse plus détaillée. Donc, nous avons la base de données complète et au niveau de la collecte de données par pays et donc par chacun des pays, nous avons incorporé les derniers points de données disponibles. Donc, à partir des données, nous avons donc le nombre d'enfants qui sont en détention. Et cela est fait à partir d'un calcul d'enfants détenus par 100 000 habitants. Donc, nous avons la question de numéro d'enfants en détention est aussi la conséquence du nombre d'habitants d'un pays. Et c'est pourquoi nous voulons éliminer le facteur de population en créant donc des taux d'enfants par nombre d'habitants. Nous avons aussi la question de l'année de référence rapportée par le nombre. Et ces chiffres peuvent varier. Et cela est très important depuis 2 années à peu près parce que pendant le contexte de la pandémie, donc, il y a eu la question des enfants qui ont été libérés. C'est pourquoi il est très important de regarder de près les chiffres d'enfants par année. Et dans ce cas, il faut donc compter un intervalle régulier pour pouvoir bien analyser les données. Nous avons aussi des informations par âge, donc par âge des enfants. Et vous pouvez vous imaginer que la disponibilité des données reflète un nombre du règlement, par exemple, par pays, par exemple, l'âge de l'enfant où il peut aller en détention. Et à partir de toutes ces données-là, si nous les avons, nous pouvons donc déterminer par âge le nombre d'enfants qui sont en détention. Il faut donc faire très attention à la source des données et donc ces données qui sont fournies par le gouvernement ou les agences de gouvernement qui sont chargées de fournir ces chiffres. Et il faut aussi la question de la qualité des données auxquelles nous avons accès. Et évidemment, pour faire bien une analyse, nous dépendons tout à fait de la qualité des données et les sources auxquelles nous avons accès pour avoir les données et aussi les intervalles. Et nous voulons éclaircir que la qualité et la fiabilité des données sont la base même de la possibilité d'études que nous avons. Et donc, avec l'objectif d'identifier ces sources à partir des études qui sont réalisées toutes les années, nous avons pu identifier 158 pays avec des données disponibles. Et cela couvre une période qui va de 2008 à 2021. Nous voulons toujours identifier les points et la base de ces données. Et pour certains pays, nous n'avons pu avoir la possibilité d'avoir accès à des données antérieures à 2008. Et nous n'avons pas publié dans la base de données accessible, surtout en cas de chiffres.
it was a reminder for us to say that some countries do not produce these estimates. Et certains pays ne publient pas ces estimations. Et de toute façon, nous n'avons pas une bonne base de données avant 2008. Et à partir de ces données, de toute façon, nous pouvons avoir des estimations à niveau mondial et régional. Et là, nous allons voir ça après, en continuant notre présentation. Nous avons aussi accès à ces dossiers administratifs du gouvernement, des ministères chargés de superviser les systèmes judiciaires, ministère de la Justice, de l'Intérieur ou des Affaires sociales, et aussi à partir des agences à niveau national qui concernent les rapports statistiques. Nous n'avons pas pris en considération les études indépendantes, et cela parce qu'il y a toute une série de raisons et nous voulons donc, il nous faut trianguler les données auxquelles nous avons accès. C'est pourquoi nous avons choisi d'avoir accès toujours à des sources à niveau du gouvernement. Donc, Nicole va continuer la présentation maintenant. Et là, nous allons voir comment est-ce que nous avons réuni ces données. Et nous faisons cela à partir d'un mécanisme considéré un exercice annuel de rapport de validation des pays de l'UNICEF que nous appelons CRAVE. Et c'est un mécanisme pour mettre à jour la base de données. Et c'est pas seulement, cela ne concerne pas seulement les enfants en détention, mais nous avons donc différents secteurs concernant la nutrition, l'éducation et d'autres secteurs aussi qui touchent directement les enfants. L'objectif de cet exercice pour donner aux pays l'occasion de revoir toutes les sources de données que nous utilisons dans notre base de données et aussi pour avoir accès à le point justement utilisé comme base de données et aussi pour que les enfants nous aident à identifier toutes les données qui sont mises à jour, qui vont être utilisées comme indicateurs. Et nous avons déjà fait une consultation approfondie avec les bureaux du pays de l'UNICEF, où l'UNICEF a un programme spécifique. Et il y a des points focaux désignés pour cet exercice en général. Donc, nous allons directement à la personne responsable et pour avoir accès donc aux données qui sont disponibles dans chacune de ces agences. Et nous avons donc des critères très spécifiques sur lesquels nous pouvons nous baser. Et à partir de ces mécanismes, nous arrivons au résultat de déterminer qu'il n'y a pas de mécanisme similaire pour les pays à revenus élevés d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord. Nous n'avons pas non plus dans des pays qui se trouvent en Europe occidentale et en Amérique du Nord, car ces pays utilisent des sources différentes et c'est pourquoi ils n'ont pas participé à cet exercice. Des fois, la façon d'identifier les points de base de données va changer en dépendant du pays. Donc, nous partons d'une réunion de tous les pays de façon très directe
Nous avons eu une compilation de données approfondies et dédiées pour déterminer les points, par exemple, par pays qui n'ont pas été compris dans cet exercice à partir de janvier 2017 à octobre 2021. Donc, nous avons ces deux mécanismes et ces processus qui nous servent de base pour établir cet exercice. Et quels sont les critères que nous utilisons? Il faut que les données reflètent le nombre d'enfants détenus dans l'un des trois contextes qui ont été mentionnés par Claudia pour avoir une définition des enfants en détention. Par exemple, le nombre des détentions ou alors le nombre d'enfants qui sont donc dans des divisions différentes. Par exemple, dans le cas de la peine privative de liberté, par exemple, garde à vue ou détention provisoire. Il y a donc et donc, ces données-là sont utilisées dans notre base de données. Nous avons l'année de référence pour les données, pour déterminer les nombres d'enfants. Il faut déterminer aussi quelle est l'année de référence. Et dans le cas d'enfants en détention, les chiffres peuvent changer selon l'année où nous avons les données. Donc là, nous avons inclus donc des statistiques officielles et donc les chiffres qui nous ont été fournis par des agences officielles et donc la valeur ou les valeurs de données sont représentatives à un niveau national et donc nous ne comprenons pas les chiffres qui reflètent à un niveau sous-national. Donc, il faut que ce soit des données qui reflètent la situation à niveau national. Et il est aussi très important que les sources de données soient vérifiables et que cela fasse partie de la base de données officielle. Et les documents qui sont utilisés, par exemple, un site Internet, un rapport officiel. Et donc, pour déterminer le nombre d'enfants en détention, il faut véritablement qu'on dépende de sources officielles et des sources qui ont accès à ces informations qui soient tout à fait correctes. Et à partir de cela, nous arrivons à un chiffre qu'on peut dire qui est officiel. Des fois, nous pouvons avoir donc des données qui sont un peu différentes, comme par exemple des données qui ne reflètent par exemple de sources différentes. Et nous indiquons dans ce cas-là une note de bas de page pour expliquer comment est-ce que nous sommes arrivés à ce chiffre. Et là, Claudia nous a parlé un peu justement comment est-ce qu'on calcule tous ces taux. Et donc, nous pouvons reprendre cela après, mais nous avons, je crois, déjà fait le transfert de toutes les données qui sont disponibles par pays. Et nous avons aussi calculé sur la base du nombre signalé d'enfants et en détention et pour que ces chiffres soient inclus,
à partir des estimations standards de la population produites par la division de la population des Nations Unies. Donc, nous n'utilisons pas les recensements par pays, mais donc nous faisons des estimations standards qui est déjà produite par la division de la population des Nations Unies. Les chiffres de la population sont calculés de façon, c'est préparé d'une façon très simple. Nous avons le nombre d'enfants en détention et divisé par le nombre d'enfants dans la population pour la même année des données qui concernent le nombre d'enfants en détention. Et cela est multiplié par 100 000 habitants. Nous avons aussi la normalisation par pays qui doit donc être comparable aux premières données. Si nous avons des données pour l'année 2020, par exemple, et nous devons comparer avec des données par rapport au nombre d'habitants du pays pour la même année. Chaque pays a donc préparé ces données de cette façon-ci. Et aussi en tenant en considération l'âge du groupe. Et si nous recevons par exemple des chiffres concernant le nombre d'enfants en détention et ce chiffre concerne des enfants entre l'âge de 14 ans et 17 ans, nous prenons donc la population des enfants entre 14 ans et 17 ans pour faire la comparaison, non seulement l'année de données, mais aussi l'âge par groupe. Et comment est-ce que nous calculons les estimations weighted estimates? In the case of the global estimate, it's a weighted average of the UNICEF subregions that make up the world. So rather than taking, for instance, a weighted average of all of the countries for which we have data, we actually take a weighted average of the regional estimates that we produce. And those regional aggregates are weighted averages of all of the countries within the particular region. And in the case of the regional aggregates, we only publish these and make these publicly available when we have at least 50% of the regional population for that relevant age group covered by the available data. So if you don't see a regional average in the database. Alors, on peut dire, si vous ne voyez pas des données sur les régions, alors on peut dire que c'est parce que les données qui sont disponibles ne couvrent pas vraiment ces régions. Alors, on peut aussi dire que les agrégats régionaux sont des moyennes pondérées de tous les pays de la région. Donc, c'est quelque chose qui a été publié uniquement lorsqu'au moins 50% de la population régionale pour le groupe d'âge concerné est couverte par les données disponibles. Alors, les agrégats incluent aussi les dernières données nationales disponibles dans la période de 2008 jusqu'à 2021. Alors, on peut dire comment est-ce que certains pays peuvent avoir des données qui sont traitées de manière adéquate. Alors, lorsque les données d'un pays sont entièrement manquantes ou non disponibles, l'UNICEF ne publie aucune estimation au niveau du pays. Donc, on peut dire que les taux régionaux sont appliqués aux pays de la région sans donner aux fins de calcul des estimations régionales ou mondiales de manière unique. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on calcule les données globales? Si un pays dispose de points de données, mais que la tranche d'âge spécifique est inconnue, alors qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'âge minimum de la responsabilité pénale du pays est appliqué comme limite inférieure pour les données disponibles. On peut voir peut-être avec 17 ans comme une limite supérieure. On peut prendre comme par exemple 100 enfants d'âge inconnu en détention dans le pays, qui peut être un nombre X. Donc, qu'est-ce qu'on fait de la responsabilité pénale dans le pays?
Alors, on peut dire que le nombre X est de 14. Donc, on peut dire que les données sont supportées, les données supposées, pardon, doivent se référer aux âges de 14 à 17 ans. Alors, c'est une chose qu'on fait toujours, on essaye de voir l'âge minimum de l'enfant, juste pour savoir exactement si on peut avoir des données disponibles. Donc, on fait varier ça entre 14 et 17 ans. Donc, c'est toujours de cette manière qu'on procède vraiment à cette estimation des données, surtout sur les enfants en détention. Alors, certaines fois, on peut avoir des enfants dont l'âge n'est pas connu, qui sont en détention. Donc, si on ne connaît pas vraiment l'âge de l'enfant, donc on essaye d'évaluer ça entre l'âge 14, de 14 et 17 ans pour voir ce qui peut être fait. Alors, on peut assumer ou appliquer que sur la tranche d'âge entre 14 et 17 ans. Donc, on essaye de deviner, on essaye d'assumer que l'âge de l'enfant peut se référer à cette tranche d'âge. Donc, certaines fois, on peut dire qu'il y a certaines limites, certains défis auxquels nous sommes confrontés. Donc, parce qu'on essaie de supposer que l'âge de l'enfant peut être X, qu'on ne sait pas vraiment exactement. Donc, et dans certains pays, les gens ne sont pas en mesure de dire quelle tranche d'âge les enfants peuvent se trouver quand il s'agit de la détention. Alors maintenant, on va essayer de voir quelque chose Et qui a là, à rapport partir à des l'aperçu de la bases de disponibilité des données, données. nous avons Donc la ici, on liste a des une liste de régions régions de de l'UNICEF, l'UNICEF comme qui se par trouve à la exemple le partie nombre gauche. des Et pays que aussi, nous on a les avons nombres de pays qui sont dans dans ces chacune de régions, le ces nombre régions. de Nous pays partons qui a des données d'enfants en détention, le euh, nombre les général de la populations qui font région et partie nous de ce avons là programme. Et aussi, 202 on a pays dans le monde les entier. tranches d'années ici. Et là, Par exemple, dans la colonne du ici, milieu, nous avons donc au le milieu, on nombre peut de voir, pays on peut que nous redire avons qu'il y pour a aussi un nombre très déterminer important le de nombre pays d'enfants en qui a détention des enfants en et là, la détention. Donc, proportion de la on peut considérer population comme une originale qui proportion est couverte par les des données. données. Par Et exemple, la après, dernière colonne, on peut voir les années à travers auxquelles les données se réfèrent. Donc, on peut dire alors en Amérique du Nord, au sud de l'Asie, on peut dire que 100% de ces populations sont couvertes. Par exemple, on peut dire aussi que certains États se trouvent euh, dans ces régions. Donc, on peut dire, dans le cas de l'Amérique du Nord, on peut voir que cette classification se réfère au Canada et aux États-Unis aussi. Donc, pour ces deux pays, on peut dire les États se réfèrent toujours en rapport à l'année 2019. Alors, au niveau global, on peut voir au bas de l'écran, on a aussi des données qui se réfèrent à 158 pays qui se voient entre 2018 à 2021, alors qui présentent 80% des jeunes et des adolescents qui se trouvent en prison. On peut dire qu'on a trois régions qui malheureusement se trouvent à un bas niveau de la classification. Alors, c'est juste parce qu'on n'a pas la chance, on n'a pas eu la chance de couvrir ces régions. Donc, on peut voir les parties qui sont en rouge, c'est l'Est et le sud de l'Afrique, le centre de l'Afrique et le nord de l'Afrique. On a aussi le nord, on a aussi l'Ouest et le centre de l'Afrique. Donc, on peut dire que ces données ne couvrent pas à 100% les données. Alors, sans plus de commentaires, on peut dire ici qu'on peut estimer qu'un peu plus de 300 000 enfants sont en détention dans le monde. Donc, c'est une estimation qu'on a faite alors jusqu'à date. Donc, on peut dire euh, là, on peut voir au nord de l'Amérique, on a le plus grand nombre, c'est 133
sur le taux, 53% des enfants. Alors, on peut dire le taux d'enfants en détention pour 100 000, c'est 133. Par exemple, aussi, pour le nombre d'enfants en détention, ça, c'est 31 500. Alors, donc, on peut voir aussi au sud de l'Asie, c'est la partie qui a le nombre le plus élevé des enfants en détention. Quand on compare au nord de l'Amérique, par exemple, on peut voir qu'il y a un nombre de 84 900 enfants en détention, donc ce qui représente un pourcentage de 24%. Alors, si on voit exactement le taux d'enfants en détention sur 100 000, alors ça donne 24% d'enfants qui sont en détention. Alors, on peut voir aussi le sud de l'Afrique, l'est de l'Afrique, le Moyen-Orient aussi, comme on peut voir ici. On peut aussi parler, on peut interpréter cette partie qui est peut-être pour nous la pointe de l'iceberg. Donc, on peut dire que certaines fois, les figures qui sont reportées ne sont pas seulement très fortes, mais ils présentent des données qui nous permettent d'être en mesure de présenter certaines figures. Donc, on peut dire que le nombre des enfants qui sont en détention dans certains pays, on peut dire que c'est une estimation qui doit être faite sur le point de l'égalité. Pour chaque pays aussi, en conclusion, on peut dire on a un nombre quelconque en tête. Donc, qui peuvent être, et certainement, on peut dire que ces données peuvent être sous-estimées. Donc, alors, c'est très important de les actualiser et pour qu'elles soient complètes. Maintenant, on va tout de suite voir les 10 pays à travers le monde qui ont les taux les plus élevés d'enfants en détention, qui couvrent toutes les régions. Donc, sur les résultats des données, on peut dire que ces 10 pays sont les pays à travers le monde qui ont beaucoup plus d'enfants en détention, quand on peut voir les pays en Amérique latine, en Afrique. Et certaines fois, il y a aussi un point qui doit être aussi vu ou qui doit être mis en ligne de compte. Donc, certaines fois, on peut voir dans certains pays qui sont tout petits, qu'il y a des enfants qui sont en détention, donc qui est un nombre qu'on peut dire qui est très fort, qui est très élevé. Quand on essaye d'utiliser des données à très haut niveau de qualité, donc on peut voir que c'est un nombre très élevé. Alors, on peut aussi dire que ça a aussi rapport avec la population ou le nombre de la population. Par exemple, le petit pays, certaines fois, on calcule le taux à partir de la population qu'on a. Donc, le nombre d'enfants qui sont en détention. Donc, si on essaye de multiplier ça ou de diviser ça par le nombre des gens qui font partie de cette population, donc on peut voir que ces nombres doivent être pris en considération de manière normale ou de manière très confiable, juste pour qu'on puisse avoir des résultats sur les données qui doivent être présentées comme des données qui sont très fiables, surtout quand il s'agit des niveaux de pays. Alors, la dernière chose dont je voudrais vous parler avant de céder la parole de nouveau à Claudia, donc, j'aimerais qu'on débatte cette question. Comment ces nouvelles estimations mondiales peuvent être comparées à ceux qui sont précédemment publiés? Donc, on peut dire qu'il n'est pas conseillé de comparer les nouvelles estimations mondiales et régionales à celles publiées dans le rapport de l'UNICEF en 2021. Donc, la raison pour laquelle c'est que les estimations peuvent être supérieures ou inférieures aux précédentes pour diverses raisons qui ne sont pas liées à un changement réel de la taille de la population d'enfants en détention. Alors, une autre raison, c'est que ces facteurs incluent des éléments tels que les différences de couverture de la population, ainsi que l'inclusion ou l'exclusion de pays dans les agrégats lors de l'application des plages d'années restreintes. Et de plus, on peut aussi dire qu'il s'agit de taux
les chiffres peuvent également être influencés par la dynamique de la population. Donc, on peut dire, on ne peut pas tout simplement décider de déterminer qu'il y a des enfants qui sont en détention. Il y a plus d'enfants qui sont en détention cette année, plus que les années d'avant. Donc, pour n'importe quelle raison, donc on ne peut pas décider de simplement, sans vérifier, de dire qu'il y a plus d'enfants qui sont en détention de nos jours qu'avant. Donc, comme Claudia vient de dire, on peut voir qu'il y a des changements qui ont été faits à travers le temps. Donc, on peut dire que le rapport sur les enfants en détention, c'est pas seulement il ne s'agit pas seulement de dire qu'il y a plus d'enfants qui sont en détention, mais on peut dire qu'on doit avoir des données qui sont de plus en plus claires et de plus en plus constantes. Donc, ces rapports, ils font l'inclusion des pays qui doivent qui doivent faire partie des agrégats. Certaines fois, on peut dire que ça peut avoir rapport avec certaines tranches d'âge ou des tranches d'années. Donc, par exemple, de 2018 à 2021, on peut voir qu'il y a des pays, certaines fois, qui avaient des estimations qui étaient plus ou moins plus basses. Donc, si alors ces pays ont vraiment des données, donc quand on compare les années 2008 à 2021, alors on peut dire qu'il y a des changements qui sont vraiment faits, donc qui sont faits de manière très intéressante. Alors, on peut aussi dire que certaines fois la dynamique de la dynamique de la population, surtout qui a rapport à la façon dont on fait les calculs. Donc aussi, on essaye toujours de travailler à ce point juste pour voir comment on peut exactement déterminer la façon dont on doit calculer le nombre d'enfants qui sont en détention. Alors, maintenant, je peux dire que je vais céder la parole à Claudia, qui va revenir. Merci beaucoup, Nicole. Ce qu'on voudrait faire dans les prochaines minutes qu'on a, c'est juste partager avec vous les données administratives, les données sur la justice de l'administration de l'enfant. Donc, on va commencer avec ce document qu'on a déjà vu quelques 2 ans avant. On peut dire ces données ont pour objectif de soutenir le renforcement et l'amélioration des données administratives pour fournir une analyse, un rapport et un suivi utile de la justice pour enfants. Donc, ces objectifs se basent surtout sur cette question de documenter les défis, les initiatives prometteuses et les leçons apprises. Donc, sur le système judiciaire, on voit qu'il y a des statistiques qui ont été déjà faites, surtout sur la façon dont on gère cette question d'administration judiciaire pour les enfants. Alors, l'autre document qu'on voudrait partager avec vous, ça, c'est quelque chose qui a rapport aux outils d'auto-évaluation des enfants. Donc, on peut voir aussi que cette partie aussi a ses propres objectifs. Donc, l'objectif que cette partie a, qui a rapport à l'outil d'auto-évaluation, l'objectif, c'est d'aider les pays à évaluer l'efficacité actuelle d'un système de données administratives et à identifier les domaines dans lesquels des investissements sont nécessaires pour améliorer les performances. Donc, et on peut dire que cet outil se base sur 3 composants. Ce sont des instructions, c'est un questionnaire sectoriel et aussi un questionnaire pour le système de notification et toutes les parties prenantes. Donc, alors, ce qu'on peut dire que alors, j'aimerais aussi répéter cette partie parce que c'est très important. Donc, c'est un ouvrage, OK, d'instruction qui a pour but d'administrer cet outil. Et aussi, l'autre partie, alors, se base sur comment on peut évaluer les données, comment on peut utiliser cet outil, juste pour qu'on puisse avoir des résultats satisfaisants.
Donc, alors, ça aide aussi à être en mesure d'évaluer la façon dont on gère surtout cette question de collecter des données juste pour évaluer la quantité ou le nombre des enfants qui sont en prison. Donc, la façon dont on procède à cette évaluation est très importante. Donc, en dernier lieu, je peux dire que se poser des questions, c'est quelque chose qui est très important. Certaines fois, dans certains pays, les statistiques qui sont fournies par les autorités ou quelqu'un qui est en charge de la façon dont on va essayer de compiler certaines informations juste pour essayer euh, de, de, de collecter certaines données. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaye toujours de rester en collaboration avec certains pays qui ont toujours l'objectif de collecter certaines données juste pour essayer de voir comment on peut avoir des résultats plus adéquats ou plus directs ou plus exacts sur la quantité des enfants qui sont en détention. Donc, c'est ce qu'on dit toujours. Alors, c'est la raison pour laquelle cette partie est très utile. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est très important. Donc, maintenant, on va essayer de voir le modèle de maturité des données administratives sur la justice. Alors, quel est l'objectif de cette partie? Alors, on peut dire que l'objectif de ce document ou de tous les documents, alors, c'est d'écrire les stades de maturité d'un système à faible fonctionnement à un système mature. Alors, ce qui est très important de cette partie, c'est de travailler sur la maturité des systèmes de données. Alors, ici, on peut dire qu'il y a 9 composants qui en font partie. On a premièrement la coordination, on a aussi les cadres juridiques, on a l'utilisation des données, la gouvernance et la planification, l'infrastructure et des ressources de données, exhaustivité des données, transmission des données et pratiques normalisées et assurance qualité. Alors, qui sont des choses très, très importantes qu'on utilise juste pour pouvoir procéder à cette partie de maturité des données administratives sur la justice, juste pour voir comment on peut améliorer ou perfectionner la qualité des données quand il s'agit des enfants en détention. Alors, on peut dire que ça vient de compléter notre présentation. Alors maintenant, je voudrais céder la parole à Christelle, qui va nous parler de la protection des données et sur lequel on travaille. Maintenant, Christine, vous avez la parole. Merci beaucoup, Claudia et Nicole. On est vraiment contente d'être aussi aujourd'hui pour traiter ce sujet qui a rapport à l'administration globale pour les enfants qui sont en détention. Donc, on peut dire que c'est un travail qui est vraiment critique, surtout sur l'administration judiciaire des enfants, à tous les points de vue. Donc, ce qu'on vient de se rappeler, bon, je pense que ça fait quelques années, peut-être le mois de novembre de l'année dernière. Alors, on peut dire que l'UNICEF a lancé un agenda de 10 ans, donc pour les enfants. On peut dire que le centre ou l'objectif premier de cet agenda, c'est juste pour protéger les enfants en détention à tous les points de vue et à travers le monde entier. Donc, on peut dire qu'à travers ces données, on avait lancé cette partie d'agenda juste pour dire que n'importe quel enfant qui est en détention doit être traité de manière adéquate. Donc, on peut dire que les données qu'on doit recevoir des enfants qui sont en détention doivent être précises, constantes et aussi fiables, juste pour voir combien d'enfants vraiment sont en détention à travers le monde. Donc, quand on a lancé ce programme, on avait dit que c'est un programme qui se base vraiment et ça aussi a commencé avec la pandémie. Donc,
on peut dire que certaines fois, quand on a des données sur les enfants, on voit toujours il y a des enfants qui ont vraiment des problèmes, surtout quand il s'agit de la détention. Certaines fois, ce sont des problèmes avec l'immigration. Des enfants sont en détention. Quand ils essaient d'entrer dans un pays, on ne sait pas vraiment de manière illégale avec leurs parents. Donc, alors ces groupes d'enfants qui se trouvent en détention, alors c'est quelque chose qui a rapport à l'immigration. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment un bénéfice pour l'enfant. Alors, on peut aussi voir que il y a cette partie problématique de l'administration sur la justice des enfants. Alors, on peut dire, au même moment qu'on essaie d'avoir des informations sur la CFC qui a rapport avec la détention des enfants à un niveau criminel, on peut dire aussi que ça aussi nous a donné un résultat et qui nous a poussé vraiment à un niveau de langage. Alors, il y a vraiment une couverture qui a été éparpillée à travers le monde, surtout qui a rapport à la façon dont on a imaginé de faire, de créer cet agenda juste pour voir comment on peut aider les enfants. Et cet agenda est utilisé de manière internationale à un standard minimum qu'on peut dire qui a pour but d'aider les enfants. Alors, quand on essaie de parler de cet agenda, on peut dire que ça a aussi une vraie signification quand il s'agit de la façon dont on traite ces données. Donc, ce que fait l'UNICEF, on peut dire que de nos jours, on se sent plus confiant de ce processus parce que c'est plus fiable de nos jours. Alors, on peut aussi dire que ce n'est pas vraiment une question de prioriser les diversions ou les divergences qu'il y a entre certaines approches. Alors, pour qu'on soit en mesure de faire ça, on doit toujours essayer de déterminer la raison pour laquelle les enfants sont en détention et qu'est-ce qu'on doit faire pour procéder à la façon dont on doit les aider. Alors, on essaie toujours d'utiliser des données globales, surtout l'UNICEF a mis sur pied dans 150 pays, 150 bureaux dans des pays différents qui a commencé en novembre 2021. Donc, alors, qu'est-ce que ça montre? Alors, ça montre que plus de 45 000 enfants qui sont en prison, qui ont été relâchés de manière saine de leur prison, et surtout dans les moments de la pandémie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que de la façon dont on traite ces données, donc ça nous montre qu'il y a une façon très importante qu'on peut protéger les enfants. Alors, entre-temps, comme je veux me référer à Claudia et à Nicole, donc on peut dire que ces deux femmes-là, elles ont travaillé beaucoup, mes deux collègues ont beaucoup travaillé juste pour voir comment est-ce qu'on peut aider les enfants qui sont en détention à travers le monde. Donc, c'est pas quelque chose de facile, mais ensemble, on a essayé de mettre sur pied en novembre 2021. On a fait sortir pour la première fois 79 données qui ont rapport avec les enfants en détention, alors qui a donné un rapport de 250 000 données. Donc maintenant, on peut dire qu'on a plus de 300 000 données. Alors, comme Nicole vient de dire, c'est quelque chose qui doit être collecté. Alors, on peut dire que ces données doivent être collectées de manière régulière parce que certaines fois, il peut y avoir des variations dans les rapports ou dans les résultats des données. Donc, on peut dire aussi que certaines fois, la collection des données, c'est très importante pour nous. Alors, on doit collecter ces données de manière très prudente, juste pour éviter des erreurs. Alors, comme le dit ma collègue, donc,
ce qu'on a commencé, c'est juste la pointe de l'iceberg. Donc, on doit toujours continuer à travailler parce que ce n'est qu'un commencement. Donc, ça ne veut pas dire exactement que le nombre est beaucoup plus élevé, mais alors de plus on travaille, de plus on peut aider les enfants en détention, de plus on peut découvrir un nombre plus exact ou un nombre plus clair d'enfants en détention. Surtout ce qui a rapport à la façon dont les enfants qui sont en détention sont traités quand il s'agit de manière statistique. Donc, certaines fois, on peut voir des enfants qui sont dépourvus de leur liberté, qu'on doit aider. Mais ce qu'on sait, on peut dire seulement un jour en détention peut causer des problèmes moraux, des problèmes moraux et des problèmes psychologiques. Seulement un jour peut déranger un enfant. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que il y a certaines données qui sont très importantes à voir. Donc, ce qu'on peut dire, l'administration judiciaire pour les enfants, c'est très important quand il s'agit des enfants qui sont dépourvus de leur liberté. Donc, ça doit être une priorité pour notre programme, juste pour voir ce qu'on peut faire pour aider le nombre d'enfants possible à un niveau national ou à un niveau global. Donc, alors sans lequel ce programme ambitieux qu'on a ne sera pas un succès. Alors, Nicole a aussi dit que la maturité est très importante, ainsi que Claudia qui a parlé de la maturité aussi qui est très importante. Alors ça, la maturité nous donne des yeux plus ouverts sur la façon on peut procéder aux résultats ou à la collection des données, surtout ce qui a rapport avec les enfants en détention. Donc, ça va nous permettre d'être en mesure de présenter des données plus claires sur les enfants en détention. Alors, je vous reviens tout de suite, Nicole. Merci beaucoup, Christine. Alors, je dois aussi vous remercier, je dois remercier à tous les collègues qui travaillent dans divers bureaux à travers le monde, les efforts qu'on a fait juste pour essayer d'identifier le nombre des enfants qui sont en détention. Donc, on apprécie vraiment tous vos efforts. Donc, merci à toutes les personnes qui nous ont assistés en ligne et les gens qui ont déjà participé à certaines de nos réunions. Donc, on peut dire que ça a été pour nous quelque chose de très précieux. Alors, j'ai mis aussi une boîte de dialogue ou quelque chose que j'ai mis quelque chose que j'ai mis là-dessus. Donc, si vous voulez avoir des informations, si vous voulez nous contacter à travers nos sites web, donc où on peut avoir aussi des informations que vous pouvez nous faire part, par exemple, des données, ce que vous savez sur l'administration des enfants en détention. Et si vous avez aussi des questions, donc vous pouvez lever la main et on va vous tirer du mode silencieux juste pour que vous puissiez avoir la parole dans quelques minutes ou peut-être quelques commentaires ou des questions. Alors, vous avez la parole. Alors, il n'y a pas de main levée, donc on peut dire qu'il n'y a pas de questions, pas de commentaires. Alors, on n'a qu'à vous remercier beaucoup d'avoir participé à ce webinaire aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à votre participation. Donc, merci beaucoup à la personne qui a enregistré cette réunion. Donc, merci beaucoup. Nous avons apprécié votre temps avec nous aujourd'hui. Donc, de la part de mes collègues et de l'UNICEF, on vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette belle réunion aujourd'hui. Alors, on peut vous dire que notre webinaire, ça va continuer demain. Surtout, ça va avoir rapport aux enfants qui reçoivent des soins à domicile. Donc, on vous attend demain et merci beaucoup. Prenez soin de vous. Au revoir et à la prochaine.